Les aider n'est pas de la charité, c'est une obligation, a hurlé ma belle-fille, convaincue que ma fortune de 18 millions d'euros était sienne. Quelques minutes plus tard, elle a claqué la porte, me laissant grelotter sur le perron en chemise de nuit, sous le regard de mon fils. Ils ont joué avec ma vie pour marquer un point. Mais leur pari calculé était sur le point de devenir leur perte. Avant de nous replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et faites-nous savoir en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. La tempête de neige lacérait mes bras nus. Mais c'était le froid dans les yeux de Chloé qui me glaçait vraiment. Peut-être que ça vous apprendra à ne plus vous mêler de nos décisions familiales, a sifflé ma belle-fille. Chloé, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. La lourde porte en chêne, jadis symbole d'accueil, s'est refermée avec fracas. Un bruit sourd et écœurant dans le vent hurlant. Je suis restée là, tremblante, vêtue seulement de... Mon souffle s'est coupé. Non pas à cause du froid mordant qui me brûlait la peau, mais à cause de l'incrédulité crue et impossible qui gonflait ma poitrine. Ça n'arrivait pas. Pas ici. Pas à moi. Ce n'était pas une histoire dramatique. C'était une réalité glaciale. Chaque fibre de mon être criait à l'injustice. Chaque rafale me paraissait une insulte personnelle, se moquant de ma vulnérabilité, mes 70 ans devenant soudain un poids écrasant de sacrifices oubliés. J'ai trébuché en arrière, serrant mon manteau, l'air glacial me lacérant les poumons. À travers le verre givré, la silhouette de Chloé, puis celle d'Antoine, restaient immobiles. Ils ne reviendraient pas. Ils étaient sérieux. Les disputes croissantes de la dernière année, les accusations acerbes, les pics subtils qui avaient fait tomber tout masque de gentillesse, tout cela culminait dans cet acte d'abandon délibéré et effroyable. Une vague d'impuissance m'a submergée, froide comme la neige, s'accumulant sur le perron. Mes doigts, engourdis, ont tâtonné la poignée. Fermée à clé, un gémissement pathétique s'est échappé, avalé par le vent. Ce n'était pas qu'une exclusion, c'était une déclaration brutale et physique d'expulsion. Un point final glaçant à des années de mépris silencieux. L'ombre d'Antoine a bougé, un frémissement, puis s'est stabilisé. Mon fils, le garçon à qui j'avais consacré toute mon existence, que j'avais nourri, soutenu, protégé. Il était au chaud, et il n'ouvrait pas la porte. Il laissait faire. La compréhension s'est posée sur moi, lourde et froide comme une pierre tombale. Ce n'était pas seulement la cruauté brute de Chloé, c'était sa complicité, son acquiescement silencieux qui m'a véritablement brisé. Ce schéma d'effacement, de ma voix, de ma présence qui s'amenuisait, était maintenant exposé. 1000 petites entailles avaient mené à cette plaie béante et saignante. L'air est devenu plus mordant, me déchirant la peau exposée. Je sentais le froid s'infiltrer dans mes os, à travers la fine étoffe de ma chemise de nuit, engourdissant mes orteils. Mes dents claquaient de manière incontrôlable. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était dangereux. Il le savait aussi. Ce n'était pas juste une punition. C'était un risque calculé. Un pari cruel avec mon bien-être, conçu pour prouver un point sur leur contrôle. Quel point? Que j'étais jetable? Que ma vie, ma santé, valaient moins que leurs exigences insatiables? Mon esprit s'emballait, tentant de saisir l'énormité de ce qui venait de se passer. Mon unique fils et sa femme venaient de faire preuve d'une insensibilité que je n'aurais jamais cru possible, même après des mois de leur froide arrogance. Ils avaient poussé, et maintenant ils m'avaient littéralement jeté dehors dans la nuit glaciale. C'était un ajustement des comptes au ralenti, la rébellion silencieuse que j'avais sautée trop aveugle,
ou peut-être trop pleine d'espoir pour reconnaître toute la confiance que j'avais placée en eux, en la famille, en l'amour, dans les liens naturels de parenté, s'effondrait comme une ruine autour de moi. Elle ne tenait plus. Mais alors que mes doigts se crispaient de froid, une sensation différente a percé l'engourdissement. Une étincelle, une petite braise défiante dans le vent glacial. Ils pensaient m'avoir éteinte, me réduire à une vieille femme tremblante mendiant à leur porte. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils n'avaient pas seulement mal calculé ma vulnérabilité, mais qu'ils avaient gravement sous-estimé la personne même qu'ils essayaient de briser. Ils n'avaient aucune idée de qui ils venaient de jeter dehors. Et ce n'était que le début. Avez-vous déjà vécu un moment où tout ce que vous pensiez savoir de quelqu'un que vous aimiez s'est brisé en un instant? Le vent brutal venant du lac Léman semblait une force purificatrice, arrachant des années d'illusions. J'ai conduit ma voiture à travers le blizzard aveuglant, la neige tourbillonnant autour de moi comme une danse chaotique et vengeresse. Mes doigts, encore endoloris par le froid, serraient le volant. Cette conduite, dans les conditions de voile blanc, me semblait moins dangereuse que la tempête émotionnelle que je venais de quitter. C'était une course contre les éléments, mais aussi un sprint furieux et désespéré vers une vérité que j'avais longtemps enfouie. Pour comprendre comment moi, une femme qui avait bâti un empire à partir de rien et fini par grelotter sur un perron glacé, vous devez comprendre qui j'étais avant que l'instinct maternel n'obnubile mon jugement d'affaires. Avant de me laisser devenir, comme Chloé l'avait si cruellement dit, une vieille folle qui se mêle de tout. Pendant 38 ans, j'ai été Éléonore Moreau, fondatrice et PDG de Moreau Gestion de Fortune. Mon bureau, perché en hauteur dans le centre de Lyon, offrait une vue panoramique sur le Rhône. Un rappel constant du flux régulier de richesses que je supervisais. Je ne me contentais pas de gérer l'argent. Je faisais fructifier les fortunes. Mes clients allaient des innovateurs technologiques aux athlètes professionnels, tous confiant leur héritage au nom Moreau. J'avais commencé avec rien d'autre qu'un diplôme en finance de l'université Lumière Lyon 2 et un modeste héritage de ma grand-mère. Mon mari, Daniel, m'avait été enlevé trop tôt, à 35 ans, me laissant avec un fils de 3 ans, Julien. Sa mort, un cruel coup du destin, avait gravé une détermination inébranlable dans mon âme. Je ne serai plus jamais vulnérable financièrement. Ni moi, ni, surtout, mon fils. Mon premier client, ce fut moi. Ce modeste héritage, investi avec une discipline rigoureuse, a prospéré. La rumeur s'est répandue, organiquement au début, au sujet de la jeune veuve qui semblait posséder la touche de Midas. Ce qui a commencé comme des conseils informels pour des amis est rapidement devenu un cabinet de conseil florissant, puis une société de conseil en investissement agréée et finalement Moreau Gestion de Fortune, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs clients à mes 60 ans. Je mettais en pratique ce que je prêchais, mon portefeuille personnel témoignant de décennies de patience stratégique. Le premier tournant majeur? Une affaire immobilière commerciale en 1987. D'autres voyaient un immeuble de bureaux en difficulté. Je voyais l'avenir du centre-ville de Lyon. Ma vision s'est avérée juste. En 1995, cet immeuble avait quadruplé de valeur, générant des profits pour mes prochaines entreprises. Des propriétés locatives haut de gamme. Une participation précoce dans une société de logiciels acquise plus tard par un géant de la technologie. Et, plus lucrativement, des entreprises de dispositifs médicaux qui allaient définir le pôle de technologie médicale de Lyon. À mon 50e anniversaire, ma fortune personnelle dépassait 3 millions d'euros. À 70 ans, elle s'élevait à 18 millions. Mais plus précieux que l'argent était le savoir. 38 ans à naviguer les courants financiers,
m'avait appris comment les familles véritablement riches fonctionnaient, comment elles protégeaient et amplifiaient leurs avoirs. Je comprenais les fiducies, la planification successorale et les stratégies de protection d'actifs que la plupart des gens ne concevaient même pas. Je savais comment concevoir des instruments financiers qui semblaient me généreux en surface, mais contenaient un réseau complexe de protection conçu pour s'activer si les bénéficiaires se montraient ingrats ou abusifs. J'avais fait face à chaque type de prédateur financier, manipulateur familial et opportuniste en quête de richesse. Je connaissais leurs signaux d'alerte, leurs tactiques, et je possédais à la fois les ressources et la résolution inébranlable pour me protéger lorsque des membres de ma famille osaient se franchir la ligne entre la gratitude et l'exploitation éhontée. Julien, il s'est avéré, deviendrait ma plus grande et la plus douloureuse des épreuves. Julien avait toujours été ce que les éducateurs appellent poliment un défi motivationnel. Intelligent et charmant, oui, mais il peinait avec tout ce qui exigeait un effort soutenu. Son enfance fut un cimetière d'ambitions abandonnées, un journal de quartier qui dura un seul numéro, un service d'entretien de pelouse qui s'arrêtait quand l'herbe repoussait, des ventes de garage élaborées qui laissaient notre sous-sol un monument encombré à ses intérêts éphémères. Je finançais ses explorations, espérant qu'il découvrirait sa passion. Un chemin vers l'épanouissement que je n'avais pas eu. Plus honnêtement, je les finançais parce que je le pouvais et parce que le voir enthousiaste, même brièvement, m'apportait une joie immense. Au lycée, le schéma s'est intensifié. Équipements photographiques, instruments de musique, fournitures d'art, des reliques coûteuses de brèves obsessions remplissaient sa chambre. L'université fut une odyssée de 6 ans, à travers diverses majeures, aboutissant finalement à un diplôme d'études générales, qui reflétait plus de persévérance que de passion. Après l'obtention de son diplôme, il est rentré à la maison, flottant à travers une série d'emplois de débutants, service client, vente au détail, assistant administratif, chacun abandonné en quelques mois, la faute étant imputée à des clients déraisonnables ou à une direction sans créativité. Je l'ai rendu possible. Je lui ai donné un filet de sécurité financier, le protégeant des conséquences naturelles de ses choix. Quand il démissionnait, il revenait au confort de mon penthouse, à mes encouragements maternels de continuer à explorer. Avec le recul, je reconnais que j'ai pu ouvrir la voie à cette dépendance même qui allait plus tard étouffer notre relation. Quand Julien a rencontré Chloé à 28 ans, j'étais pleine d'espoir. Chloé, 25 ans, diplômée en soins infirmiers de l'université Lumière Lyon 2, semblait ancrée, pragmatique. Elle venait d'une famille de classe moyenne, comprenait la valeur du travail acharné. Elle semblait être une influence positive, l'encourageant à rester plus longtemps dans ses emplois, l'aidant à gérer son budget. J'étais reconnaissante que quelqu'un d'autre le guide enfin vers la responsabilité. J'ai payé leur mariage, une affaire de 35 000 € au Théâtre des Célestins. Exactement comme Chloé l'avait rêvé. 6 mois plus tard, j'ai fourni l'acompte de 40 000 € pour leur première maison à Écully. C'était une maison de 4 chambres, parfaitement dimensionnée pour la famille qu'ils projetaient. Leurs revenus combinés semblaient gérables. La première année, cela a fonctionné. Julien semblait plus constant. Chloé gérait leurs finances avec soin. Je pensais assister à la maturation réussie de mon fils, au début d'une famille financièrement responsable. Ce à quoi j'assistais en réalité, cependant, était le calme trompeur avant une tempête de demandes croissantes, transformant silencieusement mon soutien généreux en exploitation systématique. Et cette transformation silencieuse s'avérerait bien plus dangereuse que n'importe quelle averse soudaine. Avez-vous déjà, sans le savoir,
Contribuer au problème même que vous tentiez de résoudre? Les lumières de la salle d'accouchement semblaient plus vives que d'habitude, reflétant la joie écrasante qui a éclaté dans ma vie. Julien et Chloé ont accueilli des jumeaux, Léa et Léo, 2 ans après leur mariage. J'étais là, témoin de ce miracle, et immédiatement, un désir indéniable de protéger leur avenir a enflé en moi. J'ai ouvert des comptes d'épargne-études pour chaque enfant, des dépôts initiaux de 25 000 €, une promesse tangible que leurs rêves ne seraient pas limités par les contraintes financières. J'avais vu trop de familles lutter avec les coûts universitaires. Mes petits-enfants n'auraient pas à y faire face. C'étaient de beaux bébés en pleine santé. Léa, née la première, était alerte, curieuse, ses petits yeux absorbant le monde avec une concentration intense. Léo, son cadet de 15 minutes, était plus détendu, content d'observer son environnement animé. En grandissant, leurs personnalités se sont affirmées. Léa, aventureuse et déterminée, escaladait les meubles et testait chaque limite avec une persévérance intrépide. Léo, réfléchi et observateur, préférait observer les expériences audacieuses de Léa avant de décider s'il les rejoindrait. J'adorais être leur grand-mère, profondément impliquée dans leurs premières années. Je faisais du babysitting plusieurs soirs par semaine, libérant Julien et Chloé pour de rares soirées en amoureux. J'aidais au repas, au changement de couche, et passais d'innombrables heures à lire des histoires, jouer à des jeux et leur apprendre des comptines. Cela a comblé un vide dont je n'avais pas soupçonné l'existence. Quand Chloé a décidé de réduire ses heures de travail en tant qu'infirmière à temps partiel après la naissance des jumeaux, j'ai soutenu cette décision, à la fois émotionnellement et financièrement. Avoir des jumeaux est épuisant, même dans les meilleures circonstances, et je comprenais son désir de se concentrer sur la maternité. Les revenus de Chloé ont diminué, créant une pression notable sur leur budget familial. J'étais heureuse d'intervenir, couvrant des dépenses supplémentaires, frais de garde, factures médicales non entièrement prises en charge par l'assurance, vêtements additionnels, équipements, l'augmentation générale et insidieuse des besoins du ménage, qui accompagnait l'agrandissement d'une famille de 2 à 4 personnes. J'ai contribué à hauteur d'environ 15 000 € pendant la première année des jumeaux. De l'argent que je considérais sincèrement bien dépensé pour garantir que Léa et Léo aient tout ce dont ils avaient besoin et que Chloé puisse s'immerger dans la maternité sans stress financier constant. Pendant leurs années de bambins, mon implication active et mes contributions financières ont continué. Lorsqu'ils ont été trop grands pour leurs lits à barreaux, j'ai acheté de beaux ensembles de chambres assorties, sièges auto, poussettes, chaises hautes, l'interminable panoplie des nécessités pour bambins. C'étaient des cadeaux qui me procuraient une joie immense à offrir. Quand Léa a montré un intérêt précoce pour la musique, j'ai acheté un petit piano et organisé des leçons. Quand l'aptitude mécanique de Léo est apparue avec les blocs de construction, j'ai fourni des ensembles de construction de plus en plus sophistiqués. J'adorais les regarder découvrir leurs talents individuels, reconnaissante d'avoir les ressources pour soutenir leur développement d'une manière que leurs parents n'auraient peut-être pas pu se permettre seuls. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que ma générosité constante entraînait subtilement Julien et Chloé. Au lieu d'apprendre à prioriser, à économiser, à faire des choix difficiles concernant les dépenses superflues, ils apprenaient une leçon différente. Éléonore s'en occupera. C'était en passe de devenir une stratégie financière veillable. Au moment où Léa et Léo ont eu 3 ans, mes contributions avaient grimpé à environ 25 000 € par an. Il ne s'agissait plus seulement de dépenses d'urgence ou d'occasions spéciales. C'étaient des coûts réguliers, continus,
qui s'étaient en quelque sorte déplacés de leur budget au mien. Je le justifiais toujours, me disant que j'étais simplement une grand-mère aimante, investissant dans le développement des jumeaux, facilitant la vie de mon fils et de sa femme. Mais cela ne leur facilitait pas la vie de la manière dont je l'avais voulu. Cela créait une dynamique dangereuse, où mon soutien financier se transformait d'un cadeau en une attente. Julien et Chloé commençaient à prendre des décisions, non pas en fonction de ce qu'ils pouvaient se permettre, mais de ce que je pouvais me permettre. Les bases étaient posées pour l'exploitation systématique et l'appropriation insidieuse qui allait s'intensifier de façon spectaculaire au cours des années suivantes. À l'époque, cela ressemblait à de l'amour. Aujourd'hui, je vois ce que c'était réellement. La culture minutieuse de la dépendance. Et le prochain test de leurs attentes était déjà là, à portée de main. Avez-vous déjà tant donné que cela a cessé d'être un cadeau pour devenir une obligation? La conversation polie sur les options de maternelle fut le premier tremblement sous la surface lisse de notre vie de famille. Léa et Léo, maintenant âgés de 5 ans, étaient prêts pour l'école. L'école publique du quartier était parfaitement correcte, bien financée, des enseignants expérimentés, un corps étudiant diversifié. Elle offrait une solide base académique, gratuitement. Mais Chloé, son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger, avait fait des recherches. « Éléonore » commença-t-elle, d'un ton d'une sincérité étudiée. « J'ai visité des écoles et je pense sincèrement que les jumeaux bénéficieraient de classes moins nombreuses. Une attention plus individualisée. » Elle désigna une brochure du collège Sainte-Catherine. Des pages glacées montrant des salles de classe idylliques et des enfants souriants. L'école publique a 28 enfants par classe. Sainte-Catherine n'en a que 15, avec 2 enseignants par pièce. Julien intervint, sa voix empreinte de ce mélange familier d'ambition et de dépendance pleine d'espoir. Et honnêtement, maman, nous voulons que Léa et Léo aient tous les avantages que nous pouvons leur offrir. L'éducation est la base de tout, et nous ne voulons pas qu'ils soient limités par notre situation financière. Les mots planèrent dans l'air, une supplique à peine voilée. Sainte-Catherine était en effet excellente, mais aussi coûteuse. 9 000 € par enfant, 18 000 annuellement. Un argent que Julien et Chloé n'avaient tout simplement pas avec leurs revenus combinés. Chloé sourit, l'expression étudiée, presque innocente. Nous savons que c'est une grosse dépense, mais nous avons pensé, peut-être que cela pourrait être un cadeau de Noël et d'anniversaire anticipé pour les jumeaux. Au lieu de jouets dont ils se lasseront, nous pourrions investir dans une éducation qui leur profitera toute leur vie. La requête était astucieusement présentée, comme mon idée. Une substitution au cadeau, non un fardeau supplémentaire. Ils avaient calculé avec précision comment rendre un engagement annuel de 18 000 € pour les 13 prochaines années raisonnable, voire noble. J'ai accepté. Je croyais en l'excellence de l'éducation. Je voulais que Léa et Léo maximisent leur potentiel. Je pouvais me le permettre sans difficulté. Mais plus profondément, j'ai accepté parce que je faisais confiance à leur jugement en tant que parent, désireuse de les soutenir, de ne pas créer de conflit. Ce que je ne réalisais pas, c'est que cette décision établissait un dangereux précédent. Mon soutien financier serait désormais disponible pour toute dépense que Julien et Chloé jugeraient bénéfique pour leur famille. Peu importe s'ils pouvaient se la permettre. Les frais de scolarité de Sainte-Catherine devinrent le premier coût récurrent majeur que je devais simplement prendre en charge. Plus de discussions, pas de réexamens annuels. C'était juste compris. Éléonore paierait, 2 ans après l'entrée des jumeaux à Sainte-Catherine. La prochaine escalade arriva. Julien décida que la gestion immobilière ne
réalisait pas son potentiel entrepreneurial. Il devait se tourner vers une carrière avec une croissance de revenus illimitée et une autonomie créative. Son chemin choisi, la vente immobilière. « Maman, j'y pense depuis des mois », expliqua Julien lors d'un de nos cafés hebdomadaires. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme familier et fugace. La gestion immobilière est stable, mais elle ne fournira jamais le genre de revenu qui permet à Chloé de rester à la maison à plein temps avec les enfants, ou nous donne la flexibilité de vraiment construire un patrimoine pour l'avenir de notre famille. La décision était risquée, extrêmement. La vente à la commission, compte tenu de leurs obligations financières croissantes et du revenu à temps partiel de Chloé, ressemblait à un suicide financier. Je sais qu'il y a un certain risque financier pendant la période de transition, continua Julien, inconscient de ma peur grandissante. Mais j'ai parlé à des agents qui réussissent et le potentiel de revenu est vraiment illimité pour quelqu'un qui est prêt à travailler dur et à bâtir des relations. Ce qu'il omettait commodément, c'était l'investissement initial substantiel requis. Licence, formation, matériel marketing. Et, surtout, les dépenses de subsistance pendant la période initiale, où les nouveaux agents ne gagnent généralement presque rien. Oh, nous espérions que vous pourriez nous aider pendant la transition, ajouta Chloé, sa voix douce mais insistante. Juste le temps que Julien s'établisse et commence à gagner des commissions régulières. Cette période de transition s'est étirée sur 18 mois, coûtant environ 45 000 €. Cela couvrait tout. Cours immobilier, une garde-robe professionnelle, brochures, même un nouveau contrat de location de voiture pour faire la bonne impression. Julien insistait que c'était un investissement dans le potentiel de revenus futurs de notre famille, promettant de vagues remboursements une fois qu'il serait établi. J'ai financé cela. Je croyais au soutien familial, à l'épanouissement professionnel. J'espérais que des revenus plus élevés réduiraient finalement leur dépendance. Au lieu de cela, la carrière immobilière de Julien a généré un revenu minimal tout en exigeant des dépenses continues pour la formation continue et le marketing. Après 18 mois, il gagnait environ 35 000 € par an, moins que son salaire précédent, bien loin du potentiel illimité. Mais au lieu d'admettre l'échec, ils ont recadré ces maigres gains comme une construction vers le succès futur. Mon soutien financier, jadis un pont, est devenu toute la fondation. Le changement de carrière avait en fait augmenté leur dépendance à mon égard. Cela avait été présenté comme un investissement temporaire, mais c'était rapidement devenu une saignée permanente. Cette expansion insidieuse, une laisse dorée qui se resserrait subtilement, était conçue pour contrôler non seulement mon argent, mais aussi mes décisions. L'inflation de leur mode de vie qui a suivi, cependant, allait véritablement exposer la nature insidieuse de leurs attentes. Avez-vous déjà vu une petite indulgence se transformer en une attente insatiable? Mes contributions financières sont devenues un courant constant, et le mode de vie de Julien et Chloé a gonflé avec elles, leurs dépenses dépassant de loin leurs revenus réels. Ce glissement s'est produit subtilement, toujours masqué par des justifications des besoins des jumeaux, de ces exigences commerciales de Julien ou de la gestion du foyer de Chloé. Les activités parascolaires des jumeaux, jadis de simples intérêts, se sont multipliées, s'intensifiant bien au-delà de tout ce qui s'apparentait à un enrichissement normal de l'enfance. Les leçons de piano de Léa se sont transformées en cours de chant, puis en cours de danse, puis en cours d'art. Les blocs de construction de Léo sont passés au cours de robotique, puis au camp de programmation informatique, puis au cours particulier de mathématiques avancées. Chaque activité, présentée comme vitale pour le développement
et la découverte des talents coûtaient collectivement environ 1 200 € par mois en frais, équipements et transport. Nous voulons que Léa et Léo checkent toutes les opportunités de découvrir leur passion, expliquait Chloé les yeux brillants. Tant d'adultes qui réussissent attribuent leur réalisation à des activités de leur enfance qui ont éveillé leurs intérêts. Les vacances en famille, jadis des plaisirs occasionnels, sont devenus des attentes annuelles. Et le coût? Il a explosé. Disneyland Paris à 7 ans, 8 000 €. Une croisière aux Caraïbes à 8 ans, 9 500. Un voyage de ski dans les Alpes à 9 ans, 12 000 €. Chaque voyage était présenté comme un moment de complicité familiale et une création de souvenirs pour la vie, pourtant largement documentés sur les réseaux sociaux, projetant un mode de vie bien au-delà de leurs moyens réels. Chloé a même lancé un blog familial, Les aventures de la famille Moreau, une chronique soigneusement élaborée et ambitieuse de leur vie somptueuse, exigeant un investissement constant en nouveaux matériels photographiques et en logiciels de montage. Le tout présenté comme la construction de notre marque familiale. Le plus préoccupant était la façon dont ces choix m'étaient présentés. Non pas comme des options, mais comme des faits accomplis, exigeant mon paiement immédiat. Éléonore, j'ai inscrit Léa à l'atelier intensif de danse avancée cet été, annonçait Chloé en plein dîner. Les frais du programme sont de 2 800 €. Il lui faudra de nouvelles tenues de spectacle. Sa directrice dit qu'elle a un vrai potentiel. Julien ajoutait ensuite « Maman, j'ai versé un acompte pour le chalet de ski dans les Alpes pour l'hiver prochain. Les tarifs augmentent après mars, alors je voulais sécuriser nos dates tôt. Le coût total est d'environ 11 000, mais ce sera une expérience tellement incroyable pour les enfants. » Ces annonces étaient parfaitement structurées. Refuser signifiait nier à Léa son potentiel de danse ou décevoir les jumeaux en annulant leurs incroyables vacances de ski. C'était du chantage émotionnel déguisé en planification innocente. Comment pouvais-je privilégier l'argent aux expériences familiales et aux opportunités des enfants? Cumulativement, ces décisions exigeaient environ 85 000 € par an, bien au-delà de ce que Julien et Chloé pouvaient se permettre. Je finançais, littéralement, une vie de classe moyenne supérieure pour une famille dont le revenu réel était résolument de classe moyenne. Ils vivaient dans une belle maison, prenaient des vacances coûteuses et offraient à leurs enfants des opportunités de premier ordre, tout en étant entièrement dépendants de mes contributions. L'aspect troublant n'était pas le montant. Je pouvais encore facilement me le permettre. C'était la transformation complète de la manière dont ces contributions étaient demandées, reçues et reconnues. Ce qui avait commencé comme des requêtes reconnaissantes s'était durci en des annonces factuelles de dépenses que je devais simplement prendre en charge, sans question ni plainte. Ils ont cessé de demander de l'aide. Ils ont commencé à m'informer des coûts. Ils ont cessé d'exprimer leur gratitude. Ils ont commencé à exprimer des attentes. Mes contributions se sont transformées de dons généreux en ressources familiales naturelles auxquelles ils avaient droit. Ils avaient cessé tout effort pour vivre selon leurs moyens, pour développer leur indépendance financière. Mon soutien n'était pas une aide temporaire. C'était le socle indéfini de leur niveau de vie choisi. J'étais utilisée, ma générosité prise pour un puits sans fond. Le terrain était préparé pour une escalade qui finirait par pousser ma tolérance au-delà de son point de rupture. Ils avaient établi un schéma de demande croissante, de gratitude diminuée et d'appropriation grandissante qui allait bientôt les amener à franchir des limites dont je n'avais même pas conscience. Mais d'abord, il leur faudrait tester précisément jusqu'où s'étendait leur avantage.
Et ce test approchait plus vite que nous ne le réalisions. Avez-vous déjà senti votre générosité être prise pour acquise, se transformant d'un cadeau en une attente? La première année de ce que je reconnaissais maintenant comme de l'exploitation systématique commença avec ce que Chloé, avec une gravité troublante, appela une réunion d'optimisation financière familiale. Elle avait préparé des feuilles de calcul, imprimé des articles sur la richesse multigénérationnelle et arrangé la table de la salle à manger comme une salle de conseil d'administration. Son ordinateur portable brillait d'une présentation PowerPoint qu'elle avait manifestement passé un temps considérable à élaborer. « Éléonore », commença Chloé, sa voix douce, presque clinique. « Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions être plus stratégiques dans notre planification financière. Actuellement, nous gérons les dépenses de manière un peu aléatoire et nous pensons qu'il pourrait y avoir des approches plus efficaces qui bénéficieraient à tous. » Elle cliqua sur des diapositives, chacune conçue professionnellement, détaillant mes contributions annuelles, 85 000 € de soutien direct, plus les cadeaux et les dépenses spéciales. Elle montra des projections sur la façon dont cet argent pourrait être optimisé à travers différentes structures. Par exemple, continua-t-elle, un sourire étudié sur le visage. Au lieu que vous payiez directement les frais de scolarité des jumeaux, nous pourrions établir des fiducies éducatives qui offrent des avantages fiscaux et créent des structures plus formelles pour leur planification universitaire. Julien intervint, son enthousiasme sincère mais étrangement répété. « Maman, ce que Chloé a découvert, c'est que nous avons pensé trop petit. Au lieu de dépenses annuelles, nous devrions penser à des stratégies de gestion de patrimoine à long terme qui protègent les intérêts de chacun. Inutile. Leur optimisation impliquait de consolider mes contributions en virements mensuels réguliers, leur donnant un accès prévisible aux fonds tout en créant des avantages fiscaux qui bénéficiaient principalement à leur foyer. « Nous ne demandons pas plus d'argent », insista Chloé, le regard inébranlable. « Nous demandons une gestion d'argent plus intelligente qui rend les mêmes contributions plus efficaces pour tout le monde. » Mais, enfouis dans les détails polis, se trouvèrent des signaux d'alarme. Des comptes conjoints pour les dépenses familiales, des virements automatiques, des arrangements financiers conçus pour qu'il me soit quasiment impossible de réduire ou d'éliminer mes contributions sans causer des difficultés immédiates à leur foyer. « Il s'agit de créer une sécurité financière pour les jumeaux », expliqua Julien, le bouclier familier de leurs enfants déployés. « Si quelque chose vous arrivait, l'éducation de Léa et Léo serait en péril. Cette structure protégerait leur stabilité. » Il le présentait comme une protection des enfants contre les changements de ma situation financière, alors qu'ils cherchaient en réalité à se protéger d'un changement dans ma volonté de subventionner leur vie indéfiniment. J'ai accepté d'étudier leurs propositions. Je voulais être ouverte, mais j'ai insisté pour examiner tout changement proposé avec mon propre conseiller financier, Maître Dubois, avant de mettre quoi que ce soit en œuvre. Ce que j'ai découvert lors de cet examen fut une vérité froide et calculée. « Éléonore », dit Maître Dubois, d'une voix diplomatiquement directe, « ces arrangements convertiraient essentiellement votre soutien financier volontaire en obligations financières contraignantes. Une fois ces structures en place, retirer votre soutien serait légalement et pratiquement compliqué et serait susceptible de créer des difficultés considérables pour leur famille. Les avantages fiscaux pour vous sont minimes, mais pour Julien et Chloé, ils obtiendraient un revenu mensuel prévisible, sans l'incertitude de devoir solliciter votre approbation pour chaque dépense. J'ai refusé. Je préférais la flexibilité.
Je n'étais pas à l'aise avec le niveau d'obligation continue que leur proposition aurait créé. Julien et Chloé semblèrent accepter ma décision avec compréhension. Une façade qui allait bientôt se fissurer. Mon refus de formaliser leur accès à mon argent, je le réaliserai plus tard, les a incités à poursuivre des stratégies encore plus insidieuses pour assurer leur dépendance financière à mon égard. Le jeu changeait et les enjeux allaient monter en flèche. Avez-vous déjà vu une requête polie se transformer en une exigence flagrante de contrôle? Mon refus de formaliser leur accès à mon argent ne les a pas arrêtés. Il a simplement modifié leur stratégie. Julien et Chloé ont commencé à tisser une toile bien plus insidieuse, utilisant la manipulation émotionnelle et l'isolement calculé. Cela a commencé subtilement. Des allusions discrètes jetées comme des cailloux dans un étang calme. « Éléonore » soupirait Chloé au dîner. « Nous mangeons plus souvent à la maison. Nous essayons de faire attention à notre budget, maintenant que les activités des jumeaux sont si chères. » Julien ajoutait « Les enfants veulent retourner à Disneyland Paris, mais nous devons être raisonnables. » Il voulait que je me porte volontaire, que j'offre plus, sans jamais demander directement. Il voulait l'illusion de ma générosité, sans l'inconvénient de mon consentement. Quand je n'ai pas immédiatement offert plus de fonds, leur pression a augmenté. Les jumeaux sont devenus leurs instruments involontaires. « Mamie Éléonore ?» demandait Léa les yeux grands et sérieux. « Pourquoi on ne peut pas aller à Disneyland Paris ? La famille de Mathilde y va. » Léo, innocent, ajoutait « Tout le monde dans ma classe de robotique a le kit de programmation AR, avancé sauf moi. Maman dit que c'est trop cher. Tu n'as pas 300 €? » Mon cœur saignait d'un amour sincère, mais la piqûre aiguë de la manipulation était indéniable. Ils utilisèrent mes petits-enfants, leur désir innocent, comme levier contre moi. Puis vint l'isolement calculé. Mes parties de bridge hebdomadaires, avec Marguerite, mes amies de longue date, sont soudainement devenues trop stressantes pour quelqu'un de mon âge. Mon implication dans les réunions de conseil d'administration de bienfaisance était trop de responsabilités. Même d'anciens clients sollicitant mes conseils sont devenus un stress inutile que je devrais éviter à la retraite. Chloé et Julien sont devenus mes gardiens, filtrant les appels, gérant mon emploi du temps, toujours avec la justification sirupeuse que c'était pour mon bien-être. Un soir, Marguerite, ma partenaire de bridge depuis 15 ans, a appelé. « Éléonore, je ne vous ai pas vue depuis des semaines. Tout va bien ? Vous semblez avoir disparu de toutes nos activités habituelles. » Quand j'ai expliqué les préoccupations de Julien et Chloé, la voix de Marguerite s'est aiguisée. « Éléonore, cela ne vous ressemble pas. Êtes-vous sûre que leurs préoccupations concernent votre bien-être ou le contrôle de votre temps et de votre attention ?» La question, nette et directe, a semé le doute, une fissure dans la bulle parfaitement construite qu'ils bâtissaient autour de moi. L'isolement s'est approfondi. Même mes passions personnelles sont devenues des cibles. Ma collection d'art, ma cave à vin millésimée, mes voyages internationaux longtemps planifiés. Soudain, ils étaient trop à gérer, dangereux, risqués pour mon âge. Chaque suggestion, présentée comme de l'amour et de l'attention, rongeait lentement mon épanouissement personnel. Leur message tacite était clair. Mon temps, mon énergie, mes ressources devaient être dirigés uniquement vers les besoins et les intérêts de leur famille, pas les miens. L'érosion de mon autorité sur mon propre argent fut le changement le plus insidieux. Cela a commencé avec le soutien scolaire des jumeaux. Chloé a annoncé, sans me consulter, que Léa et Léo avaient besoin de soutien scolaire supplémentaire en mathématiques et en compréhension de lecture avancée pour rester compétitifs.
au collège Sainte-Catherine. Un coût annuel de 25 000 €. Nous avons déjà parlé avec le centre de soutien scolaire et planifié des évaluations pour les 2 enfants, ajouta Julien, comme si c'était chose faite. Ils ont une place disponible à partir de la semaine prochaine, mais nous devons confirmer l'inscription d'ici mercredi. La pression temporelle était artificielle, conçue pour m'empêcher de rechercher des alternatives, ou même de refuser. Ils avaient impliqué les jumeaux, créé de l'enthousiasme, puis l'avaient présenté comme un plan confirmé, nécessitant mon financement immédiat. Dire non signifiait décevoir mes petits-enfants, perturber des plans déjà établis. Ce schéma s'est répété. Les projets de vacances en famille étaient recherchés, les destinations choisies et les réservations faites avant que je ne sois informée des coûts et sollicités pour le financement. Les activités extrascolaires étaient choisies, les horaires organisés et l'équipement acheté, avant que je ne sois consultée sur les dépenses. Nous voulions gérer toute la logistique pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter, expliquait Julien, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. Mais ce qui se passait réellement, c'était mon exclusion du processus de décision, alors que j'étais toujours censée être le distributeur de billets toujours disponible. Mon rôle se réduisait à fournir de l'argent pour des choix faits par d'autres, leurs préférences primant sur les miennes. L'exemple le plus choquant de ce transfert d'autorité est survenu lorsque Chloé a déclaré que leur maison avait besoin de rénovations importantes. Un projet époustouflant de 120 000 €, un agrandissement de cuisine, une salle de bain supplémentaire, un sous-sol aménagé. Elle a présenté des plans détaillés et des devis d'entrepreneurs, manifestement travaillés pendant des mois. Nous avons obtenu des devis de 3 entrepreneurs et nous pensons que cela améliorera considérablement la qualité de vie de notre famille, ajouta Julien, comme si leur amélioration de mode de vie était notre nécessité partagée. Plus important encore, ils avaient déjà choisi les entrepreneurs, finalisé les plans et programmé le début des travaux dans les 6 semaines. Tout cela sans un mot de ma part sur le financement, ni même mon avis sur la conception. Nous avons juste besoin de votre approbation pour le financement, déclara Julien, la main tendue, attendant le chèque. Mon rôle était purement financier. Fournir l'argent et faire confiance à leur jugement. Ce contrôle systématique, cette érosion lente et délibérée de mon autonomie et de ma dignité, fut une expérience douloureuse et révélatrice. Ils pensaient avoir établi avec succès leur domination sur ma vie et mes ressources. Ils n'avaient aucune idée que la confrontation finale fonçait sur eux. Une confrontation qui mettrait à l'épreuve l'étendue exacte de leur contrôle et l'autonomie que j'étais prête à sacrifier pour maintenir une relation qui ressemblait désormais à une cage dorée. Avez-vous déjà senti être piégé par les personnes mêmes que vous avez le plus aidées, en voyant votre générosité se transformer en une arme contre vous? Le blizzard hurlait dehors, mais la véritable tempête faisait rage silencieusement dans la cuisine de Julien et Chloé, invisible jusqu'à ce que leurs mots transpercent la nuit d'hiver. Je lisais dans le salon une invitée temporaire en raison des réparations du chauffage de mon penthouse. Un test calculé de leur contrôle, je le réaliserai plus tard. Leur voix, d'abord feutrée, devinrent animées. Elle est complètement déraisonnable en ce qui concerne la planification successorale. Le chuchotement frustré de Chloé s'échappa de la cuisine. Nous lui avons donné de multiples occasions de faire ce qu'il faut pour la famille, et elle continue de refuser. Le soupir exaspéré de Julien suivit. Je sais. Parfois, je pense qu'elle devient égoïste en vieillissant. Elle a plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser en 3 vies. Mais elle agit comme si aider sa propre famille était une sorte de fardeau. Mon estomac se tordit.
Il me discutait, moi, la personne qui avait discrètement financé leur vie somptueuse pendant 2 ans, comme une obligation problématique. Et la façon dont elle remet en question chaque dépense, continua Chloé, sa voix montant, comme si nous essayions de profiter d'elle, au lieu de simplement offrir des opportunités normales à nos enfants. Léa et Léo méritent les mêmes avantages que leurs camarades de classe. Et Éléonore agit comme si nous étions avides de vouloir le meilleur pour nos enfants. La supposition décontractée que ma richesse était la leur, associée à leur ressentiment face à ma réticence à céder le contrôle, me glaça. Peut-être devons-nous être plus directs quant à nos attentes, suggéra Julien, sa voix baissant. Elle va de toute façon nous laisser tout un jour. Alors pourquoi rend-elle si difficile l'accès aux ressources qui, au final, bénéficieront à la famille? L'expression « accéder aux ressources » fut un coup de poignard. J'y ai pensé. La voix de Chloé tomba à un chuchotement conspirateur. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sérieuse sur la situation de vie d'Éléonore. Cette maison devient exiguë et honnêtement, elle devient plus exigeante et difficile à gérer. Mon sang se glaça. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Julien. « Je veux dire, » répondit Chloé, son ton d'une douceur menaçante. « Il est peut-être temps qu'elle envisage un foyer d'hébergement, une sorte de résidence pour seniors, où elle aurait des soins professionnels. Et nous n'aurions pas à nous soucier de gérer ses besoins, en plus de tout ce que nous avons déjà à gérer. Ils tramaient mon internement, non pour mon bien-être, mais pour leur commodité, pour le contrôle. Elle est encore assez indépendante, douta Julien. Pour l'instant, répondit Chloé, mais elle montre des signes de déclin cognitif, et ses attentes concernant le soutien financier familial deviennent irréalistes. Peut-être que des soins professionnels l'aideraient à développer des perspectives plus appropriées sur la gestion de l'argent et les relations familiales. Il prévoyait d'utiliser des préoccupations de santé fabriquées pour obtenir la procuration, pour m'isoler davantage. J'entrais dans la cuisine. Un fantôme, ma présence inattendue, la calme détermination qui m'avait servi dans d'innombrables salles de conseil. Maintenant, un bouclier. J'ai entendu votre conversation, dis-je, ma voix basse, regardant leurs visages se vider de leur couleur, la panique fleurissant dans leurs yeux. Je vous ai entendu discuter de foyers d'hébergement et de mon déclin cognitif, et de vos frustrations concernant mes limites financières. La voix de Chloé d'une douceur artificielle trembla. « Éléonore, vous avez mal compris. Nous discutions juste d'un plan de contingence. »« Non, » la coupai-je. « Vous discutiez de la façon de vous débarrasser de moi parce que ma présence est devenue gênante et parce que je ne vous donne pas le niveau de contrôle financier que vous désirez. » Julien essaya. « Maman, ce n'est pas... »« Stop !» l'interrompis-je. « J'ai entendu exactement ce que vous avez dit. Vous pensez que je suis égoïste de ne pas vous donner un accès illimité à mon argent. Vous pensez que je deviens difficile à gérer. Vous pensez que je devrais être sous soins professionnels pour que vous n'ayez pas à faire face à mes attentes et à mes limites. La cuisine se tue, lourde de leur vérité exposée. Et vous ? Je regardais directement Chloé. Vous pensez que je montre des signes de déclin cognitif parce que je ne suis pas d'accord avec vos stratagèmes de planification successorale ? Vous pensez que des soins professionnels m'aideront à développer des perspectives plus appropriées sur la gestion de l'argent et les relations familiales ? Le visage de Chloé s'empourpra d'un mélange de gêne et de colère. Éléonore, nous essayons de penser à ce qui était le mieux pour tout le monde. Parfois, cela exige des conversations difficiles sur une planification réaliste. « Planification réaliste ?» répétai-je, amère. « C'est comme ça que vous appelez un complot pour me faire interner afin de prendre le contrôle de mes biens ?
Maman, nous ne complotons rien. Julien retrouva enfin sa voix. Nous essayons juste de nous préparer à différents scénarios. Les besoins de tout le monde, dis-je, les mots lourds d'ironie. Ce qui signifie votre besoin d'accéder à mon argent sans avoir à le demander ou à justifier comment vous le dépensez. Le simulacre vola en éclats. Les vrais sentiments de Chloé éclatèrent, bruts et vicieux. Vous savez quoi, Éléonore? Il est peut-être temps d'être honnête. Sa voix tremblait d'une rage à peine contenue. Nous avons pensé aux besoins de tout le monde, y compris les vôtres. Et vos besoins incluent d'avoir une famille qui se soucie de vous et qui est prête à gérer les responsabilités que vous devenez de moins en moins capable d'assumer seul. Moins capable? Demandai-je, incrédule. Oui, moins capable, cracha-t-elle. Vous avez 70 ans, vous vivez seul dans un immense penthouse. Vous êtes isolé des activités sociales appropriées et vous prenez des décisions financières basées sur des idées dépassées concernant la gestion de l'argent et les obligations familiales. Julien tenta d'intervenir. « Chloé, peut-être devrions-nous... »« Non, Julien, claqua-t-elle. Votre mère doit entendre cela. Éléonore, nous avons été patients avec votre résistance à une planification pratique, mais votre entêtement crée des problèmes pour tout le monde. Léa et Léo ont besoin de stabilité. Julien et moi devons planifier l'avenir de notre famille. Et vous devez accepter que votre rôle dans cette famille est en train de changer. Mon rôle est en train de changer? Oui, vous devenez dépendante de nous pour la compagnie, les soins et le soutien pratique. C'est nous qui gérons votre calendrier social, qui vous aidons avec vos rendez-vous médicaux, qui veillons à ce que vous ne soyez pas isolés ou vulnérables. Mais au lieu d'être reconnaissante de nos soins, vous vous battez avec nous au sujet d'arrangements financiers qui profiteraient à tout le monde. L'audace de sa manipulation était époustouflante. Elle recadrait leur exploitation comme des soins dont je devrais être reconnaissante. Et franchement, continua-t-elle, votre attitude envers l'argent devient problématique. Vous agissez comme si offrir des opportunités à vos petits-enfants et soutenir le développement de carrière de votre fils était une sorte d'imposition plutôt qu'une responsabilité familiale normale. Responsabilité familiale? Rétorquai-je. Ouais, quand vous avez de la fortune et que d'autres membres de la famille ont besoin de soutien, les aider n'est pas de la charité, c'est une obligation. Léa et Léo n'ont pas choisi d'avoir une grand-mère avec des ressources et des parents aux revenus limités. Ils ne devraient ne pas être pénalisés parce que vous voulez amasser de l'argent au lieu de l'utiliser au profit des personnes que vous prétendez aimer. Chloé venait d'articuler toute leur philosophie d'appropriation. Ma fortune n'était pas la mienne. C'était une ressource familiale que je thésaurisais égoïstement. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement? Demandai-je, ma voix dangereusement calme. Julien et Chloé échangèrent des regards. Nous proposons que vous commenciez à agir comme un membre de la famille responsable, au lieu d'une vieille femme égoïste qui se soucie plus de contrôler l'argent que de prendre soin des gens. Les mots restèrent suspendus dans l'air, une gifle empoisonnée. « Et si je ne le fais pas ?» La réponse de Chloé fut rapide, brutale. « Alors, peut-être devriez-vous considérer si cet arrangement familial fonctionne pour qui que ce soit. Peut-être seriez-vous plus heureuse de vivre ailleurs, où vous pourrez contrôler votre argent et vos décisions, sans avoir à considérer comment elles affectent les autres. » Elle menaçait de me couper l'accès à mes petits-enfants si je ne me soumettais pas. « Vous me dites de partir? Je vous dis de décider si vous voulez faire partie de cette famille ou en être à part, » dit Chloé avec une froide finalité. « Parce qu'en ce moment, votre attitude rend la vie très difficile pour tout le monde.
C'est alors que je pris la décision qui allait tout changer. « Vous avez absolument raison, Chloé, » dis-je. Un calme qui me surprit moi-même, s'installant sur moi. Cet arrangement ne fonctionne pour personne. Et je vais décider si je veux faire partie de cette dynamique familiale ou en être à part. Je me dirigeais vers la porte d'entrée et mis mon manteau. « Où allez-vous » demanda Julien, une alarme soudaine dans sa voix. « Je vais dehors pour réfléchir à votre ultimatum, » répondis-je. « J'ai besoin d'air frais pour considérer ma décision. »« Éléonore, il fait 15 degrés en dessous de 0, » protesta Chloé. « Vous ne pouvez pas sortir par ce temps. »« En fait, si, » dis-je en ouvrant la porte. « C'est ma décision. » Le froid brutal frappa mon visage comme un coup physique. « Éléonore, rentrez !» cria Julien. « Nous pouvons en discuter raisonnablement. »« Non !» répliquai-je. « Chloé vient de me dire de décider si je veux faire partie de cette famille ou en être à part. Je vais réfléchir à cette décision. » Je me tins sur le perron, regardant la rue enneigée, sentant le froid s'infiltrer dans mes vêtements. Derrière moi, j'entendis Julien et Chloé se disputer à voix basse. Après 10 minutes, j'avais réellement froid. J'essayais la poignée de la porte d'entrée. Elle était verrouillée. Je frappais. « Julien, la porte est fermée !» Aucune réponse. Je frappais plus fort. « Julien, Chloé, la porte est fermée !» Je pouvais voir leur silhouette à travers le verre givré, debout dans le couloir, me regardant, mais ne bougeant pas. Je frappais de nouveau, réellement alarmé par le froid, déconcerté par leur cruauté. « Laissez-moi entrer, il fait glacial dehors. » Le visage de Chloé apparut à la fenêtre, ses traits déformés par le verre. Sa voix étouffée mais d'une clarté glaçante. « Peut-être que ça vous apprendra à ne plus vous mêler de nos décisions familiales. » Puis elle s'éloigna de la porte, me laissant debout dehors, par des températures négatives, en chemise de nuit et manteau. Je restai là un instant, sidéré. Mon fils et ma belle-fille venaient de m'enfermer dehors, devant leur maison, dans des conditions météorologiques menaçant ma vie, parce que j'avais refusé de me soumettre à leur ultimatum financier. Ils étaient prêts à risquer mon intégrité physique pour affirmer leur contrôle sur ma vie et mes ressources. C'est à ce moment-là que tout est devenu limpide quant à leur vraie nature et ce que notre relation était réellement devenue. Debout sur ce perron gelé, un moment de clarté absolue transperça 2 ans de manipulation progressive. Julien et Chloé venaient de démontrer qu'ils étaient prêts à risquer ma vie pour maintenir le contrôle sur mon argent. Ils pensaient que j'étais impuissante à résister parce que j'étais financièrement et émotionnellement dépendante d'eux. Ils pensaient que mon amour pour Léa et Léo signifiait que je me soumettrais à n'importe quel traitement. Ils pensaient que mon âge et mon isolement signifiaient que je n'avais pas d'alternative. Plus crucial encore, ils pensaient que ma fortune était en fait leur fortune et que ma résistance n'était qu'un entêtement temporaire. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Je me dirigeais vers ma voiture, garée dans leur allée poudrée de neige, et repris la route vers mon penthouse à travers le blizzard, la conduite la plus dangereuse de ma vie. Je passais le reste de cette nuit, au chaud et en sécurité, à passer une série d'appels téléphoniques qui allaient démontrer à Julien et Chloé à quel point ils avaient sous-estimé mon pouvoir et à quel point leur mauvais traitement allait leur coûter cher. Avez-vous déjà vécu un moment de trahison si profonde qu'il a complètement remodelé votre compréhension de quelqu'un que vous aimiez? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour entendre plus d'histoires de reprise de pouvoir et d'exigence.